Il y a quelques jours, on a des grands noms de la finance comme Credit Suisse, Nomura, Morgan Stanley, Goldman Sachs qui ont vendu dans la précipitation pour environ 20 milliards de dollars d'actions. Ces ventes, elles ont ciblé quelques valeurs comme Viacom, Discovery Communications ou Baidu. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces banques se mettent à paniquer et à vendre massivement ces actions? Eh bien, on a un family office qui s'appelle Archegos qui a fait un défaut sur son appel de marge. Donc le but de ce family office Archegos, c'était de gérer la fortune de son fondateur qui, avant cet incident, était estimé à 10 milliards de dollars. Et en fait, ce family office, eh bien, il était très opaque, personne ne savait réellement ce qu'il avait dans ses livres de compte, sur quoi il était exposé, et c'est tout l'intérêt d'un family office. Puisqu'en effet, son gérant et son fondateur, Bill Hwang, avaient, avant ce family office, un hedge fund qui s'appelait Tiger Asia, et en 2012, il a eu des problèmes avec les autorités américaines, avec la SEC, où en fait, il a été prouvé qu'il avait effectué un délit d'initié, et qu'il en avait donc tiré profit. Pour cela, la SEC lui a mis une amende de 44 millions de dollars qu'il a payé et il a dû fermer le fonds Tiger Asia. Dès l'année d'après, une fois que Tiger Asia était fermé, eh bien Bill Hwang, qui avait envie de continuer en fait dans les investissements et dans le trading, s'est dit qu'il allait monter un family office qui lui permet d'avoir une structure beaucoup plus opaque parce qu'il n'est tout simplement pas soumis aux mêmes régulations qu'un hedge fund, c'est beaucoup plus souple, il n'a pas de déclaration à faire. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Archegos, qui gérait donc les 10 milliards de dollars de son fondateur, a ouvert des comptes un petit peu partout chez différents courtiers aux États-Unis. Et ils ont utilisé l'effet de levier et des produits dérivés. En l'occurrence, là, c'était des swaps. Donc des swaps sont des contrats juridiques qui permettent en fait à son détenteur, à son souscripteur, eh bien, de percevoir la performance de certaines actions ou certains paniers d'actions. Et donc là, Archegos, eh bien, il était à l'achat sur les titres que je vous ai cités, donc Viacom, Baidu, etc. Et il utilisait un effet de levier qui a été compris entre 500 et 700%. Donc ça veut dire qu'avec ces 10 milliards de dollars, il pouvait prendre des positions qui étaient comprises entre 50 et 70 milliards de dollars. Donc bien plus, évidemment, que ce qu'il possédait en fonds propres. Donc comment est-ce que tout cela a commencé? Pourquoi est-ce qu'on a des courtiers de Archegos qui ont fait des appels de marge? Eh bien parce qu'une des valeurs sur laquelle était exposée Archegos a fait une augmentation de capital, donc elle a dilué ses actions et elle en a émis des nouvelles pour lever des capitaux. Donc cette société, c'est Viacom qui a annoncé donc le 23 mars qu'elle émettait pour 2,5 milliards de dollars environ de nouvelles actions. Forcément, de cela s'ensuit une baisse significative du cours de l'action. Et donc vous avez les courtiers qui, eux, détiennent les actions pour son client, qui lui disent tout simplement eh bien, qu'il est en train de subir une perte latente sur cette valeur-là. Et donc pour pouvoir se sécuriser, les courtiers font ce qu'on appelle un appel de marge, donc ils demandent de l'argent frais au client pour pouvoir couvrir les pertes potentielles. Sauf que cet argent, évidemment, Archegos, il ne l'avait pas. Donc quand vous avez votre client qui n'a pas son argent, ce que fait le courtier, c'est qu'il coupe tout simplement la position, donc il doit vendre les titres de la manière la plus rapide possible pour récupérer un maximum d'argent. Donc le premier à avoir dégainé, c'est Goldman Sachs, et donc le bruit s'est vite répandu, tous les courtiers qui étaient en relation avec Archegos se sont mis à faire des appels de marge, et se sont mis également à vendre dans le même temps et dans la précipitation le maximum d'actions pour récupérer le maximum d'argent. Parce qu'effectivement, via ces produits qui ont été utilisés, donc les swaps, même si le détenteur du swap ne détient pas directement les actions, eh bien le courtier qui lui a vendu le swap, lui, doit détenir les actions en propre et donc rentre dans leur bilan et dans leur PNL sur leur résultat de trading. Normalement, si le client est en perte, eh bien, il doit rembourser la perte au courtier, sauf que là, Archegos n'ayant pas les moyens, le seul moyen pour le courtier de se rembourser, eh bien, c'était de vendre les positions le plus vite possible. Donc forcément, quand tout le monde se met à vendre en même temps, eh bien vous avez les acheteurs qui se retirent, il n'y a plus de contrepartie en face, et donc vous avez des trous de cotation qui sont énormes, avec le cours qui descend très très vite. Si on reprend le cas de Viacom, eh bien l'action a perdu environ 50% depuis cet épisode. Donc forcément, ça a fait mal chez les courtiers, mis à part chez Goldman apparemment, où ils s'en sortent plutôt bien, puisque ce sont les premiers à avoir vendu les positions. Mais vous avez par exemple Nomura qui devrait perdre 2 milliards de dollars environ sur cette affaire et Credit Suisse qui pourrait perdre jusqu'à 4 milliards de dollars. Deutsche Bank avait également des positions. Pour l'instant, ils n'ont pas divulgué leurs pertes, mais ils déclarent qu'ils sont toujours en train de gérer les positions.
Le problème avec ça, eh bien, c'est que ça peut entraîner des réactions en chaîne, puisque forcément quand vous avez les cours des actions qui baissent de manière drastique, vous avez d'autres fonds d'investissement qui, eux, peuvent être exposés sur ces mêmes actions, qui vont aussi subir des appels de marge et qui peuvent révéler de nouveaux défauts. Vous avez Morgan Stanley qui déclare quand même avoir traité pour 13 milliards de dollars d'actions Baidu, Viacom, etc. sur la semaine dernière. Dans le même temps aussi, vous avez Goldman qui a vendu pour 6,6 milliards de dollars d'actions sur ces mêmes valeurs. Après cet épisode-là, vous avez Janet Yellen, donc la secrétaire du Trésor aux États-Unis, qui a déclaré reprendre les travaux de supervision pour encadrer les fonds spéculatifs et bien gérer les paris spéculatifs qu'ils prenaient, notamment via l'effet de levier et l'endettement. Alors ce qui est intéressant aussi de se souvenir, c'est que les hedge funds, tous les fonds alternatifs, eh bien, financent aussi la dette américaine. C'est pour ça qu'il y a un peu plus d'1 an, vous aviez la Banque centrale américaine qui intervenait massivement sur le marché du repo. Donc, pour rappel, le marché du repo, c'est le marché de la dette très très court terme. En général, vous avez des emprunts entre une journée et 2 semaines. Et les hedge funds avaient à ce moment-là quelques soucis de liquidité. Et pour éviter absolument que les hedge funds coupent leur position, et donc leur position sur la dette américaine, puisqu'ils la financent très largement, cette dette américaine, la Banque centrale américaine avait ouvert les vannes complètement sur ce marché du repo pour que surtout les hedge funds ne coupent pas leur position sur la dette américaine. Donc c'est clair que les États ils sont dans une situation qui est difficile en ce moment entre la régulation de ces paris qui peuvent être excessifs et puis d'un autre côté, ça les arrange aussi puisque les fonds vont financer la dette américaine avec également de l'effet de levier. Et surtout en ce moment, eh bien, les États-Unis ont bien besoin d'avoir des investisseurs qui viennent financer leur dette, surtout avec les remontées de taux d'intérêt que l'on voit sur la dette long terme en ce moment. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère évidemment que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre le groupe Telegram dont le lien est en description. A très bientôt, ciao ciao.